Salam alaikum. Mes élèves de deuxième année collégiale parcours international, bienvenue dans cette vidéo pour vous expliquer la reproduction chez les plantes. D'après ces images projetées dans l'écran, on voit bien qu'il existe deux types de plantes. Plantes à fleurs, c'est-à-dire des plantes qui portent des fleurs à un moment donné de leur vie, et des plantes qui ne portent pas des fleurs, par exemple les fougères. Et en général, les plantes se reproduisent de deux manières différentes. Reproduction sexuée, le jinsi, nécessite la production des gamètes. Reproduction asexuée, de la jinsi, se fait par des organes de l'appareil végétatif, dite aussi reproduction végétative. Donc les questions qu'on doit se poser sont: comment se déroule la reproduction sexuée chez les plantes, que ce soit à fleurs ou sans fleurs, et quels sont les organes qui assurent la reproduction asexuée chez les plantes. La reproduction sexuée chez la plante à fleurs. Comme chez les animaux, la reproduction des plantes peut nécessiter des organes reproducteurs qui produisent les gamètes, qui après fécondation donnent un œuf qui se développe et donne une nouvelle plante. Quels sont ces organes reproducteurs et où se trouvent-ils dans la plante? Comment et où se fait la fécondation pour reproduire une nouvelle plante? La particularité des plantes à fleurs qu'on étudie, c'est qu'ils portent des fleurs, c'est-à-dire ils portent des organes qui leur permettent la reproduction sexuée. Ce sont les fleurs. Pour cela, on est censé de savoir les éléments de la fleur. Je vous propose cette coupe longitudinale d'une fleur. L'observation nous permet de déterminer les différents éléments de la fleur. En bas, on distingue des feuilles vertes, de petites feuilles vertes appelées sépales, et dans l'ensemble constitue ce qu'on appelle le calice, al-kas. Sépales, souboulette. Après, on distingue des feuilles de grande taille, dont la couleur dans ce cas-là est rose, appelée pétales. Awraq tuwayjiya. L'ensemble des pétales, ils forment la corolle, at-tuwayj, qui donne à la fleur sa forme et sa couleur. Puis on distingue un filet jaune avec un antère jaune qui constitue l'étamine, la soudat. Filet, khouait, antère, me'bar. Et au centre, on distingue le pistil, médaqa, constitué d'une partie supérieure appelée stigmate, meysam, une partie intermédiaire, style, qalam al-meysam, et une partie inférieure, gonflée, appelée ovaire, mabed, qui peut contenir une ou plusieurs ovules, boyaïdat. Maintenant, je vous propose une photographie de fleurs de pommier où on distingue les différents éléments cités précédemment. À l'exception du pédoncule n'était pas cité précédemment, c'est une tige verte qui fixe la fleur sur la plante. Donc, comme on récapitule ce qu'on vient de dire, en se basant des données, des documents, on distingue deux types d'organes. Les organes protecteurs, ada ou qa'iya, formés par des sépales qui donnent le calice et des pétales qui forment la corolle. Et puis des organes reproducteurs, ada tawaludiya ou tanasuliya, organes mâles, udou dhakari, les étamines,
الأسدية. Et puis, organe femelle, عضو أنثوي, le pistil المدقة. Et les deux figures en bas montrent la structure de chacun de ces organes reproducteurs. La photographie suivante montre bien que la fleur de petit pois se transforme en gousse de petits pois considérés comme fruits. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait la transformation des fleurs en fruits. Pour répondre à cette question, je vous propose d'analyser les données expérimentales suivantes. Donc le document représente 3 expériences. La première, fleur du lit épanouie normalement, c'est-à-dire fleur dans les conditions normales, sans intervention de l'homme. Autrement dit, c'est une expérience témoin. Résultat, le pistil se transforme en fruit contenant des graines. إذن التجربة الأولى تجربة شاهدة. تركنا أو راقبنا زهرة بعد تفتحها، وبعد مدة تحولت المدقة إلى ثمرة بها بذور. La deuxième expérience, on place un capuchon de toile sur le pistil lorsque la fleur est en bouton. Le pistil ne se transforme pas en fruit, on n'obtient pas de graines comme résultat. نضع غشاء حول المدقة قبل تفتح الزهرة. النتيجة لا تتحول المدقة إلى ثمرة ولا نحصل على بذور. التجربة الثالثة نفس ظروف التجربة الثانية، لكن في وقت معين نضع حبوب لقاح لنفس نوع الزهرة فوق ميسم مدقتها. النتيجة تحول المدقة إلى ثمرة بها بذور. Même opération qu'en deux, mais on saupoudre le pistil de pollen du lit à un moment. Résultat, le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Donc, analyse des données expérimentales. Première expérience témoin, le pistil s'est transformé en fruit avec des graines, car les graines de pollen se sont déposées sur le stigmate du pistil. La deuxième expérience, l'emplacement du capuchon de toile empêche la transformation du pistil en fruit avec des graines. C'est-à-dire que le capuchon a empêché le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du pistil. On déduit de cette analyse que la transformation des fleurs en fruits nécessite le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du pistil. Le phénomène s'appelle pollinisation. كتحليل للمعطيات التجريبية، في التجربة الأولى لاحظنا أن المدقة تحولت إلى ثمرة بها بذور لأن حبوب لقاح سقطت على ميسم المدقة. في التجربة الثانية المدقة لم تتحول إلى ثمرة بها بذور لأن الغطاء الذي وضعنا على المدقة منع سقوط حبوب لقاح على ميسمها. On déduit que la transformation des fleurs en fruits nécessite le dépôt des grains de pollen
sur le stigmate du pistil. Le phénomène s'appelle pollinisation. نستنتج أن تحول المدقة إلى ثمرة بها بذور يتطلب توضع حبوب اللقاح على ميسم المدقة وتسمى الظاهرة الأبر. Les deux figures en bas vous montrent les différents types de pollinisation. À droite, la figure montre que les grains de pollen de la fleur tombent sur le pistil de la même fleur. Ça s'appelle pollinisation directe ou bien autopollinisation. الوثيقة السفلى على اليمين توضح أن حبوب اللقاح سقطت على ميسم المدقة لنفس الزهرة. إذن نتحدث عن أبر مباشر أو أبر ذاتي. La figure à gauche montre une abeille qui fait le tour à travers des fleurs. Et lorsque l'abeille fait son tour, elle transporte les grains de pollen d'une fleur pour qu'ils se déposent sur le stigmate d'une autre fleur de même espèce. Et ce transport, il est involontaire et inconsciemment. Et l'abeille, dans ce cas-là, est considérée comme vecteur de pollinisation. Et ce type de pollinisation s'appelle pollinisation indirecte ou pollinisation croisée. الوثيقة توضح انتقال نحلة من زهرة إلى أخرى بحثاً عن الرحيق وبحثاً عن حبوب اللقاح لأن عاملات النحلة تتغذين على الحبوب اللقاح. وخلال هذا الانتقال وبما أن الميسم وحبوب اللقاح لصوقان يحدث أن تلتصق حبوب اللقاح على ميسم المدقة لزهرة أخرى من نفس النوع فيتم الأبر المتقاطع. Il y a d'autres vecteurs de pollinisation croisée ou bien indirecte. On peut citer le vent. Il transporte les grains de pollen légers. Et il y a l'homme. Il transporte les grains de pollen des arbres fruitiers. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le devenir des grains de pollen sur le stigmate. السؤال المطروح الآن وما مصير حبوب اللقاح على ميسم المدقة. Donc, pour répondre à cette question, je vous propose les documents suivants. En 1989, Hans Molisch, biologiste, a montré comment s'effectue la rencontre des cellules reproductrices mâles et des cellules reproductrices femelles chez les plantes, des grains de pollen placés à 1 millimètre d'un fragment de pistil germent en direction du pistil. Les documents en bas, une observation au microscope électronique montre que les grains de pollen, une fois posés sur le pistil, ils trouvent les conditions favorables pour germer des prolongements appelés tubes polliniques qui s'enfoncent le long du style vers l'ovaire afin de transporter le gamète mâle qui existait dans la graine de pollen vers le gamète femelle qui existe dans l'ovaire, et la fusion des deux gamètes, c'est la fécondation qui donnera une cellule œuf qui se développera plus tard en graine. Et le reste de l'ovaire se transforme en fruit. Voilà le texte. Les grains de pollen déposés sur le pistil du fleur de la même espèce germent.
Chaque grain de pollen forme un tube pollinique qui s'enfonce dans le pistil vers l'ovaire afin de faciliter la rencontre du gamète mâle avec le gamète femelle. Ainsi, la fécondation se déroule par fusion de deux gamètes. Une cellule œuf se forme et se développe en graine, tandis que le reste de l'ovaire se développe en fruit. Donc, on est arrivé à la réponse de comment se transforme la fleur en fruit avec des graines. C'est-à-dire, il faut que les étamines et les pistils doivent être mûrs. Et il faut que la pollinisation se déroule, suivie d'un phénomène essentiel dans la reproduction sexuée, la fécondation. Maintenant, les graines qui se trouvent dans le fruit peuvent germer pour donner une nouvelle plante. La question, c'est quelles sont les conditions de la germination des graines. Je vous propose les données expérimentales suivantes. Deux groupes d'élèves, A et B, ont effectué une expérience. Pour le groupe A, ils ont deux expériences. Une témoin et l'autre où ils ont privé les graines de radis de l'eau. Le résultat. L'expérience témoin donne une germination totale de toutes les graines, donnant ainsi de jeunes plantules de radis. Tandis que les graines dépourvues de l'eau, ils n'ont pas pu germer. De même pour le groupe B, leur expérience témoin, elle a germé des plantules. Mais pour l'autre expérience, dont ils ont utilisé une température de 5 degrés Celsius, les graines de radis n'ont pas pu germer. On déduit que pour que les graines germent, ils suggèrent l'humidité, c'est-à-dire de l'eau, et une température ambiante de 20 degrés Celsius. Maintenant, on doit mettre en évidence les éléments de la graine. Une simple dissection de la graine montre les éléments suivants. Deux unités identiques appelées cotylédons. Une enveloppe externe appelée tégument. Et entre les cotylédons, on distingue un embryon de plante appelé plantule. Plantule constituée d'une racine, de petites racines, radicules, d'une petite tige, tigelle et de folioles, de petites feuilles. Une expérience de mise en évidence des réserves nutritives dans les cotylédons en utilisant l'eau iodée montre l'existence de l'amidon comme source nutritive pour la plantule lors de la germination et au moment des conditions défavorables. La figure en bas, la photographie en bas, il montre les étapes de la germination d'une graine. Donc en premier lieu, premier stade, on a la croissance de radicules pour donner une racine qui se ramifie, c'est-à-dire donner une racine principale qui se ramifie en racines secondaires et tertiaires qui portent des poils absorbantes et qui permettent à la plante de prélever ses besoins en eau et sels minéraux du sol. Deuxième stade, c'est la croissance et la poussée de la tigelle pour donner une tige
ramifié, qui porte des feuilles, et à un moment donné de la vie, il va porter des fleurs. Rappelez-vous qu'on a commencé notre étude par les éléments de la fleur. Et maintenant, on est arrivé à la présence des fleurs sur la plante. C'est-à-dire, on a effectué un cycle appelé le cycle de développement qui résume sous forme d'un schéma circulaire les événements et les phénomènes qui caractérisent la vie d'un être vivant. Donc, le document devant vous, il montre le cycle de développement des plantes à fleurs. Maintenant, comme évaluation, je vous laisse le soin de compléter le bilan suivant par des mots proposés. Pétales, filets, mâle, organes reproducteurs, calice, fleurs, étamines, ovaires et germination. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.